d'un point de vue du vivant, en fait, la Terre, la nature, c'est plein, en fait. Donc, effectivement, d'un point de vue du vivant, je pense qu'on n'en est pas tout à fait certain, mais c'est impossible de concevoir qu'il y ait 35% en plus de vivants chaque année dans la nature. C'est pas possible. Grosso modo, c'est plein depuis longtemps, probablement depuis 1 milliard d'années. Voilà, ça a un début, hein, la nature, on ne sait pas trop le début, il y a 3 milliards d'années, ça aura une fin. Entre les deux, voilà, c'est plein, ça s'est rempli assez rapidement. Donc comment ça fonctionne? Je ne prétends pas donner la réponse, mais je vais vous donner quelques éléments de réflexion. Alors, donc le propos est de travailler autour de la mémoire et de l'information. Donc effectivement, est-ce qu'il y a une mémoire dans la nature? Alors, je ne vais pas du tout aller, je dirais, de manière détaillée comme le premier exposé. Oui, mais il y a une mémoire dans la nature. C'est même une caractéristique des conditions de vie dans la nature, simplement par le fait que vous pouvez, dans la nature, on ne peut pas être indépendamment de ce qui a été et de ce qui est en même temps vous. C'est pas possible. C'est-à-dire que ce qui vit aujourd'hui est le produit d'une histoire, et puis il y a des traces de mémoire. Il n'y a pas de formatage dans la nature. Même s'il peut y avoir des formatages locaux, par exemple un astéroïde, c'est un formatage local, mais il n'y a pas de formatage, on ne reboote pas le système. Il y a eu un début, mais il n'y a pas de rebootage possible. Mon propos, il est basé sur un livre qui est sorti il y a 1 an et demi, qui s'appelle Le fil de la vie, dans lequel il y a un informaticien, un de vos collègues, là, Jean-Louis Dessalles, qui est le premier auteur. Gaucherel et Gouillon sont plutôt des biologistes. C'est un ouvrage de vulgarisation assez intéressant, et je vous invite à lire. Et j'ai pris un peu prétexte de cet ouvrage pour en discuter un peu avec vous. Donc, pour comprendre la suite, c'est qu'il faut qu'on... Le point de vue des auteurs, et que je partage aussi, c'est que nous, ce qu'on appelle information, c'est quelque chose qui est lu. Hein, c'est un peu le point de base. Donc il y a des choses qui ne sont pas lues, et ce qui n'est pas lu, bah, c'est un peu le reste. On va en reparler un petit peu plus tard. Dans la nature, on a affaire à... Il y a une hiérarchie dans la nature, hein, de la molécule à l'écosystème, à la planète, si vous voulez. C'est pas les mêmes échelles. La question d'échelle est vraiment importante. Et donc, à l'échelle du paysage, il y a une information, elle est inscrite, et parfois pour des très longues durées de temps. Le passage des éléphants en forêt équatoriale, ça inscrit quelque chose dans le paysage, c'est utilisé par les autres, donc ça va avoir des conséquences sur le fonctionnement, etc., sur les singes, les gorilles, etc., qui vont eux-mêmes disséminer les plantes, mais ça s'inscrit. Il y a des travaux qui sont sortis il y a quelques années qui montrent que l'habitat romain influence toujours les communautés de micro-organismes et les végétaux. Bon, voilà, on mesure sans bien comprendre ce qui se passe, mais on regarde dans les forêts européennes et on voit qu'il y a un lien entre l'habitat gallo-romain et le fonctionnement aujourd'hui. À l'échelle de l'individu, on est plus dans l'instantané, donc l'information, ça sert à transmettre des informations un peu instantanées, donc il y a les abeilles, les fourmis et les gènes. Alors les abeilles, sans vous expliquer exactement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'abeille, elle transmet une information à ses collègues abeilles, et c'est une information analogique assez simple, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une source de nectar quelque part qui a une telle distance et avec un tel angle par rapport au soleil. Donc il y a 2 informations qui sont transmises, c'est la distance et l'angle par rapport au soleil. C'est une information complètement analogique. À l'opposé de ça, vous avez l'information qui est transmise par les gènes, et les gènes, il y a des lettres, il y a un code, tout ça c'est complètement digital. Et puis il y a des choses qui sont un peu incomprises ou incertaines. J'ai pris l'exemple de la fourmi, parce que dans les cas des fourmis de la collègue scientifique Reznikova, elle a fait travailler les fourmis et travaillé sur la communication des fourmis. Alors elle a travaillé sur des systèmes où il fallait que les fourmis fassent des choix et puis transmettent l'information de où était la nourriture. Donc les choix, c'est cet arbre, en fait, à chaque fois il y a des dichotomies si vous voulez, et puis la nourriture elle est au bout d'une des branches de l'arbre. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que la fourmi, elle est capable d'expliquer à l'autre fourmi la nourriture est là-bas. Plus il y a de branches, plus c'est compliqué, plus ça met de temps en fait à transmettre l'information. On mesure ça en temps. Au bout d'un certain nombre, s'il y a 30 possibilités, un arbre avec 30 branches, si vous voulez, il faut 2 minutes à la fourmi, 1 à 2 minutes pour qu'elle explique. Bon, ça c'est une chose intéressante. Une autre chose est de dire que si on met la nourriture à certains endroits particuliers, en fait, la fourmi va raccourcir le temps communication pour expliquer où est la nourriture. Un petit peu comme si on la mettait toujours à droite, par exemple, si c'était toujours la branche de droite, la fourmi arrive, c'est une image, hein, c'est pas exactement ça, la fourmi arrive à dire, plutôt que de dire à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, elle dit 6 fois à droite.
On ne sait pas exactement ce qu'elle fait, mais on s'imagine que ça peut être quelque chose comme ça. Donc, et ça, on ne sait pas encore bien comprendre comment ça fonctionne. Le vivant, il y a deux fonctions importantes qu'il faut... le vivant, c'est autopoïétique, c'est-à-dire qu'en gros, il est capable de se reproduire et il passe par une information qui est codée, les gènes. Et ces gènes-là, en fait, ils ne peuvent pas fonctionner tout seuls, on va revenir là-dessus. Il est autopoïétique, c'est-à-dire qu'il va se reproduire lui-même. Et dans le même temps, il est contraint de mettre en œuvre des actions qui concourent à une certaine homéostasie, parce qu'il faut une certaine stabilité dans le système. Donc il y a une homéostasie, il y a plein de travaux là-dessus. Au niveau de l'individu, nous on a une homéostasie, on fonctionne qu'à une certaine température. Les poissons dans l'eau, ils fonctionnent évidemment, ils ne sont pas salés au niveau de la salinité de l'eau de mer, donc il y a des mécanismes. Ok. On va revenir un petit peu là-dessus. La transmission de l'information, l'ADN, c'est 4 lettres et des mots de 3 lettres. Et c'est le même pour tout le monde, dans le vivant. Tous les êtres vivants utilisent le même code. C'est quand même assez incroyable, quand même, parce que bon, on aurait pu... D'abord, pourquoi 4 lettres, pourquoi pas 3, pourquoi, etc. Donc on peut... Je ne vais pas répondre à la question, mais il y a des éléments de réponse. Et puis tout le monde partage le même code. On est tous rattachés à un dernier ancêtre commun universel qui s'appelle Lucas, et tout le monde partage le même code. Alors on comprend un peu des choses. Il y a des mots pour dire début, il y a des mots pour dire fin. Le code, en fait, sur l'ADN, il sert à... Il y a des lecteurs du code et puis il sert à fabriquer les protéines, donc tous les constituants du vivant, pour faire simple. Donc on a compris qu'il y a des codes pour dire début, des codes pour dire fin. Il y a des morceaux qui ne sont pas lus, là c'est un petit peu intéressant, donc ça veut dire qu'il y a de l'information qui n'est pas lue dans le vivant. Il y a des erreurs dans les copies, il y a des mutations. Et puis il y a l'environnement de la lecture qui influence le produit de la lecture. Ça c'est un petit peu bizarre dans la nature, hein. C'est une machine un peu spéciale à comprendre, c'est-à-dire qu'en gros, suivant l'environnement, et l'environnement de départ est important parce que nous on est issus pas des chromosomes, des gènes donc de notre père et de notre mère. Il y a ça. Mais au début, ces chromosomes du père et du mère ont été dans une cellule qui s'appelle l'ovocyte, l'œuf. Et le début de l'histoire, c'est pas seulement une histoire d'information d'ADN, c'est aussi une histoire de dans quel œuf, dans quelles conditions ça s'est créé. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Ça complexifie un petit peu la compréhension. Donc du coup, les auteurs disent l'importance de l'environnement de lecture ne rend pas caduque la notion d'information. Hein. Ce qui elle rend caduque, c'est l'idée selon laquelle le décodage de l'information serait toujours simple. Une fois ça dit, on n'est pas beaucoup plus avancé, mais disons qu'on élargit un peu le jeu des possibles. On pense de plus en plus que la relation entre un gène et son expression, ça fonctionne comme un réseau. C'est-à-dire qu'en fait, la cellule, elle a plusieurs moyens pour effectuer une action, pour effectuer quelque chose. Et donc, en fait, elle a des moyens de pallier à des mutations, de tolérer des défaillances. Et de manière diverse suivant les gènes. Le gène qui définit que votre tête elle est au-dessus de vos épaules, que chez l'insecte c'est pareil, etc. C'est des gènes qui sont très très importants au début, mais ils sont super préservés par rapport à d'autres gènes, comme celui qui code pour la vitamine D par exemple chez vous. D'accord. Donc il y a des choses qui sont super importantes, et puis des choses qui sont moins entre guillemets moins importantes. Donc une mutation peut très bien voir ses effets annulés parce qu'ils sont compensés par d'autres solutions, soit par des corrections du gène, soit par des mises en place de nouveaux systèmes. Les auteurs font un parallèle entre l'ADN et le langage. Donc il y a 4 lettres dans l'ADN qui forment les nucléotides. Les mots sont des codons de 3 lettres. D'accord. Donc quand vous avez 4 lettres différentes, vous avez des mots de 3 lettres, vous avez 64 possibilités. Et en fait, tout ça, ça code pour juste 20 mots. Donc déjà, vous avez 64 possibilités, mais vous avez 20 mots. C'est un peu comme l'écriture coréenne. C'est un peu pareil. Vous avez plusieurs possibilités, mais vous n'avez qu'un certain nombre de mots. Il y a une syntaxe, c'est-à-dire que les protéines sont constituées de mots, d'accord. Et le sens de la phrase, pour faire le parallèle avec le langage ou le sens du texte, en fait, on peut faire une analogie avec le réseau, les facteurs, ce qu'on appelle épigénétiques, c'est-à-dire ce qui n'est pas vraiment mis sur l'ADN, mais ce qui est dans la cellule, etc., qui est un fonctionnement encore mal connu. Mais il y a un sens, si vous voulez, qui fait que, une même protéine dans un environnement, elle ne va pas être repliée par elle, pareil, c'est-à-dire que la même phrase, en fait, va pas pouvoir avoir le même sens dans tel ou tel milieu parce que le milieu va conditionner la forme de la phrase. Donc les mêmes mots vont pas avoir le même sens dans le vivant.
La limite, c'est que le fonctionnement n'est pas récursif, c'est-à-dire que le vivant, il n'est pas capable d'inventer des nouveaux mots. Pas vraiment, comme le langage nous permet de le faire. Nous, on peut inventer des nouveaux mots, des nouvelles phrases, etc., mais le vivant, il n'est pas capable de le faire. Alors, la question qui nous intéresse, c'est aussi le stockage de l'information. Donc, le vivant, lui, il stocke souvent, c'est-à-dire qu'en fait, il recopie de l'ADN dans un système plein, en fait. Donc, il fait des copies tout le temps dans un système plein d'individus, en fait, hein, sous-entendu. Et puis, il stocke aussi solidement, et donc dans l'écosystème, etc. Ça, c'est à mettre en lien. Il y a deux stratégies, c'est-à-dire qu'il y a deux contraintes, si vous voulez, qui sont liées au hasard et à la nécessité. Le hasard, c'est le changement de l'ADN, c'est aussi le changement de l'environnement. D'accord ? On fait plein de copies, etc. Et en fait, c'est un moyen de pallier au hasard de l'environnement. Et la nécessité, c'est de survivre, c'est-à-dire comment on transmet en fait l'information. Alors pourquoi le vivant est aussi complexe? C'est aussi une question que je voulais vous partager avec vous. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas ce qui se passe au début. Au début du vivant, c'est il y a 3,5 milliards d'années. Personne n'est là pour savoir ce qui se passe. Bon, on suppose qu'il y a des premières structures sensibles à la structure. Vous voyez où on en est, l'état de réflexion aujourd'hui du vivant, il y a des structures sensibles à la structure. Okay, puis petit à petit, on arrive à de l'ADN, machin, etc. Okay. Évidemment, la question n'est pas de savoir si c'est l'œuf ou la poule qui a commencé. Tout a commencé en même temps, l'œuf et la poule. Voilà. Parce qu'au début, en fait, on a des structures sensibles à la structure. On a des copies, des recopies, des mutations, des changements, etc., des astéroïdes, etc. Et donc, une phrase importante du livre que je vous présente, que je trouve assez intéressante pour notre exposé, c'est « Le vivant utilise le bruit de son environnement comme source de complexité, car d'un point de vue informationnel, l'aléatoire est par définition ce qui représente la complexité maximale. » Donc le vivant se base sur le bruit, sur un truc qui n'est pas du tout intelligible, etc., pour assurer finalement sa complexité, son développement, etc. Alors il y a d'autres aussi conjectures qui sont en biologie, c'est que la complexité est toujours ouverte du côté de l'augmentation, elle est fermée du côté de la diminution. On ne revient pas vers des choses simples, on va vers des choses complexes, de plus en plus complexes. Et il y a un effet de cliquet qui fait que quand on a un avantage, en fait il est conservé dans le vivant, il se multiplie. Très clairement, le fait d'avoir produit, je dirais, des individus homo sapiens intelligents, c'est un vrai avantage. On existe et on se multiplie au détriment de plein d'espèces, etc. Jusqu'au prochain truc qui aura plus d'avantages que nous dans le dispositif du bateau Terre. Alors, dernière diapo pour dire l'homme de Néandertal est parmi nous. Donc, pour vous rappeler des choses importantes pour la discussion, le code il est soumis à la sélection naturelle. C'est-à-dire que le processus qui consiste à éliminer, pas de l'information, mais à trier en fait. Alors justement, trier quoi ? À trier quoi ? Ça c'est important. Et donc le code est soumis à la sélection naturelle. La sélection naturelle, elle se base, elle élimine des organismes. Mais le code et l'organisme, c'est deux choses différentes. Il faut vraiment bien l'avoir en tête. C'est deux choses complètement différentes. L'information, en fait, elle perdure au-delà des substrats matériels dans lesquels elle s'inscrit. C'est-à-dire que l'information, notre information va perdurer au-delà de nos enveloppes à nous et même de notre espèce à nous, qui est une catégorie qui est purement construite, notre espèce à nous. Hein. Donc ce qui évolue, ce n'est pas les individus, c'est non plus les espèces, c'est vraiment l'information qui transporte. Et donc, on peut mettre en place une conjecture qui est les codes qui prévalent sont ceux qui permettent le meilleur flux d'informations à travers le temps. Une fois dit ça, on n'est pas beaucoup plus avancé, mais on a quelque part... voilà. Ce qui suit Néandertal chez Homo sapiens, c'est de nature informationnelle. On a des gènes d'Homo sapiens qui survivent chez nous. On a décidé que la catégorie de l'homme de Néandertal est différente de la catégorie Homo sapiens, mais on a un pourcentage. Voilà. Alors on peut plaisanter pour dire que celui qui fait le lancer de marteau, il a peut-être un peu plus de gènes de néandertalien que celui qui fait du vélo pour grimper le col de Lautaret, mais c'est pure suggestion. Donc la mémoire au sens du vivant, c'est une transmission d'informations dans le temps, elle est transmise par les gènes. Et qu'est-ce qui est transmis concrètement? On ne sait pas. Les gènes sont transmis, si vous voulez. Il y a de l'information qui est éliminée. Comment ça marche concrètement? Comment on peut effectivement regarder la nature pour trouver des solutions dans un système non déterministe,
Alors que nous, on a besoin d'un système déterministe. Bah, là, il faut encore creuser un peu les discussions et les réflexions. Je vous remercie. Je reviens sur la question du déterminisme. Alors peut-être que j'ai pas bien compris, mais j'imagine un animal qui laisse la trace de son passage pour définir sa zone d'habitation. Il y a une mémoire déterministe là. Je laisse ma trace quand même. Et cette trace-là va avoir une notion de mémoire pour moi, enfin pour moi en tant qu'animal, et puis pour les autres qui disent ah tiens. Là, c'est pas chez moi, quoi. Donc, ouais, je le comprends au niveau, justement, ce que peut être l'ADN, etc., et dans le fonctionnement global. Mais ensuite, dans la nature, il y a tellement, enfin, j'imagine, il y a tellement d'exemples où justement, il y a une mémoire qui est déterminée explicitement par rapport à une finalité, quoi. C'est vrai, hein, il y a une différence entre l'aspect évolution des gènes, etc., qui est après, pour la plupart des biologistes, clairement non déterministe, et ça qui va déterminer quelque chose qui va se produire ensuite. Ce qui n'est pas déterminé, c'est comment ça se met en place et où ça va se mettre en place. Ça, c'est pas déterminé à l'avance. Il y a des travaux qui montrent, voilà, les passages des éléphants dans la forêt, ils se font pas au hasard. Une fois dit que c'est pas aléatoire, on n'a pas prouvé que c'était déterminé. Et on ne sait pas comment c'est déterminé. Et je ne sais pas si... Moi, je ne suis pas assez fort en philo, mais je ne sais pas si on peut opposer aléatoire et déterminé, en fait. Mais c'est pas forcément aléatoire, mais c'est pas forcément déterminé. Mais ça va déterminer la suite. Ça va s'inscrire, en fait, dans le dispositif. Il y a une mémorisation, en fait. Peut-être que le mot important, c'est celui que tu as employé, l'autopoïésis, quoi. C'est ça qui fait qu'il y a de l'aléatoire et du déterminé en même temps. Ouais, l'autopoïèse, c'est la capacité... au début, il y a des structures qui sont sensibles à la structure, très bien. Le côté génial du vivant, c'est qu'il va être capable de reproduire ça. Pourquoi? Alors là, ça... C'est une grande question philosophique, mais il va être capable de reproduire ça. Et puis, il va s'en aller. Il va y avoir des choses que nous, biologistes, on dit pas déterminées, mais il va y avoir des choix qui vont être faits à un moment donné. Alors, Gould, il exprime ça parce que Gould est un paléontologue et lui, il a regardé les faunes très anciennes des premiers vertébrés, au moment des premiers vertébrés. Et il voit qu'il y a plein de modèles. Et puis plus tard, finalement, il n'y a que des modèles, il y a certains types de modèles qui subsistent dans le dispositif parce qu'ils ont été éliminés par le... Ils ont pris leur place et ils sont eux-mêmes complexifiés au cours du temps. Et après, on passera à Agnès. Non, c'était juste une précision par rapport donc, au fait que notre espèce porte des gènes de Néandertal, mais notre espèce porte aussi des gènes d'une autre espèce, les Denisoviens, qui ont été découverts il y a quelques années en Géorgie. Et donc, il y a vraiment une diversité génétique de ce point de vue, puisque les populations, on va dire, européennes portent 2 à 4% de gènes de Néandertal. Du côté de l'Asie, on a des individus qui portent plutôt des gènes de Denisoviens. Et puis, alors en Afrique, pendant longtemps, on pensait qu'il n'y avait pas de gènes Néandertal, puisque les Néandertaliens n'ont pas vécu en Afrique. Mais il y a eu quand même un phénomène de Back to Africa qui fait qu'il y a des populations africaines qui portent également des gènes de Néandertal, mais dans une moindre mesure qu'en on va dire en Europe. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à un moment donné, quand même, il y a 3 espèces humaines qui ont coexisté, hein, à la fois les Néandertaliens, les Sapiens et les Denisoviens. Et aujourd'hui, c'est un peu triste, il n'y a plus que la nôtre.